Je vais aborder maintenant la deuxième partie de l'analyse financière. Dans cette partie, je vais vous expliquer les différents ratios financiers qui sont très importants dans l'analyse financière. Tout d'abord, c'est quoi un ratio d'une manière très simple? Un ratio d'une manière générale vient du latin et il est utilisé dans plusieurs langues avec la même signification. D'une manière générale, un ratio essaye de mesurer le rapport entre deux grandeurs de même nature dans le but de les comparer, mais aussi pour obtenir des informations précieuses qui peuvent aider à prendre des décisions rationnelles. Je vous donne un exemple très simple pour vous illustrer un petit peu ce que cela signifie et à quoi ça sert en général. Je prends un exemple à l'improviste, j'ai une image ici, on va dire que pour construire cette maison, 3 personnes y participent. On va dire par exemple que la première personne participe avec 20 000 euros et les deux autres avec 10 000 euros chacune. Dans ces 40 000 euros qu'il faut apporter pour construire cette maison, on peut se poser la question par exemple, c'est quoi le risque supporté par ces 3 personnes ici? Mais d'abord, c'est quoi la part exprimée en pourcentage de chacune de ces personnes? La part de la première personne est de 20 000 sur 40 000, ce qui représente la moitié de la valeur de cette maison, c'est-à-dire 50%. Vous faites 20 sur 40, ça fait 0,5 et 0,5 n'est rien d'autre que 50%. La part de chacune de ces deux personnes représente la moitié de ce que apporte cette première personne. Et la moitié de 50%, c'est 25%. Et on peut calculer ce 25% en divisant 10 par le total de 40, ce qui fait 0,25. Et 0,25, c'est la même chose que 25%. Et le fait de calculer la part de chacune des personnes représente un ratio. Et le calcul de ce ratio peut donner une information précieuse, à savoir par exemple que dans le cadre de cet investissement, si je représente la valeur de cet investissement dans un cercle, la première personne participe de la moitié de la valeur totale de ce bien, donc sa part peut être représentée par la moitié de ce cercle. Et les deux autres investisseurs participent de 25% par rapport à la valeur totale de ce bien. Et donc, dans ce cas, si ce bien est destiné à être loué et générer des revenus, on peut dire que cette personne va recevoir plus de revenus que chacune de ces deux autres personnes. En même temps, on peut dire que dans le cas de la perte de la valeur de ce bien, le risque de perte pour cet investisseur est double par rapport aux autres investisseurs. Dans le cadre de l'analyse financière, avec exactement la même logique, je vais vous présenter le premier ratio financier, à savoir le ratio d'endettement. Ce ratio essaye de mesurer le poids de la dette dans les capitaux propres. Alors, pour bien comprendre ce ratio, je pars d'une situation simple et claire. Imaginez par exemple que ici vous avez des investisseurs, 3 investisseurs. Ces 3 investisseurs ont un projet d'entreprise qu'on va illustrer par cette image-là. Pour financer ce projet d'entreprise, ces investisseurs ont apporté des capitaux propres de l'ordre de 40 000 euros. Cet argent-là, ça représente les capitaux propres de cette entreprise. Ici, on retrouve bien notre structure bilantaire. Cette partie-là représente les ressources de l'entreprise, à savoir l'argent nécessaire pour installer et faire fonctionner l'entreprise. Et ce côté-là, on a tout ce qu'on fait avec les ressources financières. Donc ici, notre bilan peut s'écrire de la manière suivante. Ce côté, c'est le passif. Et l'autre côté, c'est l'actif. Et ce tableau, c'est notre bilan. Cet argent-là, ça représente les capitaux propres de cette entreprise qui appartient au propriétaire de l'entreprise. Je vais ajouter dans ce bilan une autre ressource de 20 000 euros qui provient de la banque sous forme d'emprunt. C'est une dette de l'entreprise vis-à-vis de la banque nécessaire pour faire fonctionner le projet de l'entreprise. Alors dans ce cas, le ratio d'endettement essaye de comparer ces deux types de ressources qui sont différentes. Cette première ressource appartient au propriétaire de l'entreprise, c'est les capitaux propres, et cette deuxième ressource appartient
appartient à la banque, prêté par la banque à l'entreprise avec des intérêts fixés à l'avance dans un contrat de crédit. Et ces intérêts représentent bien la rémunération de la banque. Alors que la rémunération des propriétaires de l'entreprise, c'est les bénéfices qu'on espère dégager de cette activité. Et donc, naturellement, les propriétaires de l'entreprise doivent apporter plus d'argent pour financer leur projet. En d'autres termes, ils doivent supporter plus de risques que la banque. La formule est la suivante. Le ratio d'endettement égale les emprunts sur les capitaux propres. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment interpréter le résultat de ce calcul. On peut avoir trois possibilités. Soit ce ratio égale 1. Dans ce cas, la somme empruntée par l'entreprise est la même que les capitaux propres. En d'autres termes, le banquier supporte le même risque que les propriétaires de l'entreprise. Par exemple, la banque, dans ce cas, apporte la même chose que les propriétaires, on va dire 30 000 euros. Si on divise 30 000 euros sur 30 000 euros, on va avoir un ratio égal 1. On peut avoir un ratio inférieur à 1 et cela signifie que la somme empruntée est inférieure aux capitaux propres. Dans ce cas, les propriétaires de l'entreprise supportent plus de risques que le banquier. C'est le cas par exemple dans cette situation où la banque apporte 20 000 euros et les propriétaires 40 000 euros. Si on calcule le ratio dans ce cas, on va avoir 0,5 car 20 000 est la moitié de 40 000. 20 sur 40, ça fait 0,5. Et 0,5 est inférieur à 1. Et le troisième cas de figure, c'est d'obtenir un ratio supérieur à 1. Dans ce cas, l'entreprise supporte un risque important car les emprunts bancaires dépassent les capitaux propres. C'est quand, par exemple, la banque finance le projet de l'entreprise avec 40 000 euros et les propriétaires de l'entreprise n'apportent que 20 000 euros. Dans ce cas, le calcul de ce ratio est 40 sur 20. Ça fait 2. Ce qui donne un résultat supérieur à 1. Et la question reste toujours posée, c'est quoi la situation parfaite pour l'entreprise? Est-ce que avoir un ratio d'endettement inférieur à 1 égale 1 ou supérieur à 1? La réponse à cette question n'est pas évidente et ça va dépendre de chaque situation à part. Si par exemple on dispose d'aucune information par rapport à l'entreprise, on peut dire cette situation est la meilleure et que ce ratio ne doit pas dépasser 1 parce que à ce moment-là, les propriétaires de l'entreprise, ceux qui apportent les capitaux propres, supportent moins de risques que les banquiers, ce qui peut mettre à mal l'entreprise. Mais si on réfléchit bien par rapport à cette question, on peut dire que ça dépend de la rentabilité de chaque entreprise. Dans la première partie de ces cours, je vous ai présenté la notion de l'effet de levier qui compare en fait le rapport entre les intérêts et le taux de rentabilité du projet. Si par exemple l'entreprise assure une rentabilité supérieure au taux d'intérêt, on va dire par exemple que ici c'est 15% et le taux d'intérêt est de 8%. Alors les propriétaires ont intérêt dans ce cas à faire appel à la banque pour avoir plus d'argent, plus de dettes à investir dans le projet puisque ça assure une rentabilité supérieure au taux d'intérêt. Et la différence qu'il y a entre 15% et 8%, ça donne un effet de levier qui reviendrait aux propriétaires de l'entreprise. Dans une telle situation d'entreprise, on peut se permettre d'avoir un ratio d'endettement supérieur à 1. Mais dans le cas où l'entreprise ne peut pas garantir un taux de rentabilité aussi élevé, alors vaut mieux avoir un ratio d'endettement inférieur à 1, c'est-à-dire investir plus d'argent propre dans son projet que d'argent qui vient de la banque. Et la différence qu'il y a entre ces deux sommes d'argent représente un autre indicateur financier appelé
capacité d'endettement. La capacité d'endettement, c'est simplement les capitaux propres moins les emprunts. Si par exemple, on se dit que le ratio d'endettement ne doit pas dépasser 1, alors tant que ce ratio est inférieur à 1, les capitaux propres restent supérieurs à l'emprunt. Et cette différence, c'est la capacité d'endettement, qui représente la somme maximale empruntable pour que le ratio d'endettement égalise 1. La formule est la suivante: capacité d'endettement égale capitaux propres moins les emprunts. Toujours dans le cadre de l'analyse financière par les ratios, je vais vous présenter d'autres ratios par rapport à la structure financière d'un bilan. La structure globale d'un bilan peut se former de la manière suivante. Au passif, on inscrit les ressources financières ou bien l'origine de l'argent nécessaire pour financer le projet de l'entreprise. Et à l'actif, on inscrit tout ce qu'on fait avec ces ressources financières. Au niveau des ressources financières, on peut distinguer entre 3 types de grandes ressources financières. On va trouver d'abord tout ce qui est capitaux propres de l'entreprise. Je vais abrévier cette masse bilantaire par CP. Il s'agit de capitaux propres. Et puis après les capitaux propres, il y a les dettes. Et dans ces dettes, on peut distinguer entre les dettes de court terme et de long terme. On met d'abord les dettes de long terme et puis les dettes de court terme. Cette partie, c'est les dettes à long terme et en dessous, c'est les dettes à court terme. À l'actif, on peut distinguer entre 2 blocs ou bien 2 grandes masses bilantaires. La première masse bilantaire est représentée par l'actif immobilisé, que je vais abrévier simplement par AI, et la deuxième masse bilantaire est l'actif circulant. Mais je préfère distinguer dans cette partie tout ce qui est trésorerie, c'est-à-dire l'argent liquide dont dispose l'entreprise soit à la caisse ou bien à la banque, et l'actif circulant hors trésorerie. Ici, vous avez la trésorerie de l'entreprise. Et donc, les différents ratios de structure financière essayent de comparer en fait ces masses bilantaires pour en tirer des conclusions par rapport à la santé financière de l'entreprise. On a déjà calculé un premier ratio financier dans ce cadre, à savoir le ratio d'endettement, qui compare la part de la dette de financement ou bien des dettes de long terme par rapport aux capitaux permanents. On fait les dettes de long terme divisées par les capitaux permanents. Et je vous ai expliqué que ce ratio ne doit pas dépasser 1 globalement, car dans ce cas, le financement de ce projet d'entreprise va être supporté principalement par les institutions financières qui ne sont pas impliquées dans la propriété de ce projet, ce qui poserait problème à l'autonomie financière des propriétaires de cette entreprise. Et dans ce cadre, il y a un deuxième ratio que je vais vous présenter, c'est celui de l'autonomie financière. Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à financer ses activités à partir de ses propres ressources financières, c'est-à-dire à partir des capitaux propres. Et dans ce cadre, il y a 2 formules pour calculer l'autonomie financière. La première formule peut s'écrire de la manière suivante: les capitaux propres sur les capitaux permanents. Les capitaux permanents peuvent être représentés par les capitaux propres plus les dettes de long terme. On appelle cette partie aussi des ressources stables. Globalement, ce ratio doit être supérieur à 0,5. Cela signifie que les capitaux propres doivent représenter plus que 50% dans les capitaux permanents. Si c'est le cas, on peut dire que l'entreprise a une autonomie financière, c'est-à-dire que l'entreprise est indépendante financièrement de ses créanciers. En d'autres termes, il faut que cette partie des capitaux propres représente plus que la moitié de toute cette partie-là des capitaux permanents. Comme dans ce schéma, ici, on a plus que la moitié de toute cette partie-là. Le deuxième ratio qu'on peut utiliser est le suivant: capitaux propres divisé par le total des dettes. Dans ce cas, on compare
ce que rapportent les propriétaires de l'entreprise à ce que rapportent les autres personnes qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Et logiquement, les propriétaires de l'entreprise doivent apporter plus que les autres personnes qui ne sont pas propriétaires. Donc ce ratio doit être supérieur à 1, c'est-à-dire que les capitaux propres doivent dépasser le total des dettes. Dans ce cas, on compare les capitaux propres et le total des dettes, que ce soit à long terme ou à court terme. Pour que l'entreprise soit indépendante financièrement, il faut que cette partie-là soit supérieure à cette autre partie. Ces ressources sont apportées par les propriétaires de l'entreprise et cette autre partie est apportée par les autres. Et dans ces autres, on peut avoir des établissements de crédit, on peut avoir l'État, on peut avoir les dettes fournisseurs, etc. Je vais vous donner un petit exercice par rapport à tous ces ratios pour s'exercer un petit peu et savoir comment on peut les interpréter. Pour cela, je vais prendre par exemple notre bilan que j'ai déjà construit lors de la première partie de ces cours en analyse financière. Je peux vous donner la question si vous voulez vous exercer et vérifier votre réponse par rapport à la mienne. Il s'agit d'analyser l'endettement de cette entreprise et son autonomie financière. Je commence tout de suite par le ratio d'endettement. Pour calculer le ratio d'endettement, on a les dettes de long terme divisées par les capitaux permanents. 20 divisé par 63, ça fait approximativement 0,32, ce qui est inférieur à 1, donc on peut en déduire que cette entreprise n'est pas trop endettée et qu'il dispose encore d'une capacité d'endettement, c'est-à-dire la possibilité d'aller contracter encore d'autres dettes et avoir accès à d'autres ressources financières dans son passif. Je vais voir maintenant les ratios d'autonomie financière ou bien d'indépendance financière. Par rapport au premier ratio, on a les capitaux propres divisés par les capitaux permanents. Ce ratio doit être supérieur à 0,5. Là, clairement, on voit que c'est supérieur à 0,5, 63 sur 63 plus 20. Ça fait approximativement 0,76. On peut en déduire que cette entreprise possède une autonomie financière. Et le deuxième ratio, c'est les capitaux propres divisés par le total des dettes. Cela donne 63 divisé par 25. Ce qui est supérieur à 1, ça donne 2,52 et cela représente également un bon indicateur de l'indépendance financière de cette entreprise. Je vous donne encore un autre exercice que vous pouvez faire tranquillement chez vous. Vous avez ici un bilan d'entreprise. Par rapport à ce bilan, il faut calculer d'abord le ratio d'endettement. Il faut interpréter le résultat. Est-ce que l'entreprise est fortement endettée? La deuxième tâche à faire, il faut calculer le ratio d'indépendance financière. Et dans ce cas aussi, il faut interpréter le résultat et préciser si l'entreprise est financièrement indépendante vis-à-vis de ses créanciers. Je peux vous ajouter encore une autre question. Selon les ratios calculés, identifier les problèmes potentiels de l'entreprise. Quelles mesures l'entreprise peut-elle prendre pour remédier à ces problèmes? Toujours dans le cadre de l'analyse financière, je vais vous présenter d'autres ratios par rapport à la structure financière d'un bilan, à savoir le ratio de la solvabilité générale et les ratios de liquidité. Mais avant cela, j'aimerais bien vous faire un rappel sur la structure globale d'un bilan. On peut représenter un bilan sous forme de masse bilantaire de la manière suivante. Au passif, on a d'abord les capitaux propres qui viennent des propriétaires de l'entreprise et puis vous avez d'autres ressources, à savoir les dettes à long terme et les dettes à court terme. Et l'ensemble de ces ressources financières qui se trouvent au passif finance le projet de l'entreprise qui apparaît à l'actif, sous forme d'actifs immobilisés qui représentent tout ce que l'entreprise achète pour l'utiliser sur plusieurs années, comme les bâtiments, les garages, les machines, les voitures, les outils, etc. Et puis vous avez l'actif circulant hors trésorerie où on va trouver l'activité de l'entreprise qui génère de l'argent. Et dans cette partie, vous avez d'abord les stocks et les créances.
et puis la trésorerie de l'entreprise. Et le fait de faire apparaître ces différentes parties du bilan permet déjà d'avoir une vision globale de l'équilibre financier de l'entreprise. L'interaction ou bien le rapport entre ces différentes parties peut donner une indication claire sur la santé financière de l'entreprise. Tout d'abord, il faut bien savoir ce que ça signifie la solvabilité et la liquidité. La solvabilité, c'est simplement la capacité de rembourser une dette dans le délai prévu avant l'échéance. Et la notion de la liquidité, d'abord au niveau de la comptabilité, ça signifie la capacité ou bien la possibilité d'un actif de se transformer en argent liquide rapidement, mais en finance, ça mesure la capacité de rembourser une dette tout en exerçant son activité. Je pense que je peux vous présenter ça d'une manière encore plus simple. Au niveau du passif, on a deux types de dettes à long terme et à court terme. Eh bien, la solvabilité, c'est l'analyse en fait de tout ce que possède l'entreprise, c'est-à-dire tous les objets de valeur qui se trouvent à l'actif, pour savoir si cette valeur est suffisante pour rembourser cette dette que l'entreprise possède à son passif. Et donc, le ratio de la solvabilité générale, c'est simplement le total de l'actif divisé par le total des dettes. A sur B. Ce ratio, bien sûr, doit être supérieur à 1 pour que l'entreprise soit solvable. Ici, on peut avoir une réflexion tout à fait légitime et spontanée de se dire que cette partie-là est toujours supérieure à cette partie-là. Et donc, le ratio A sur B est toujours supérieur à 1. Eh bien, dans la plupart des cas, c'est juste, mais on peut avoir des situations d'entreprise en difficulté où ce ratio est inférieur à 1. Et ça peut provenir de plusieurs choses. Tout d'abord, ces capitaux propres peuvent avoir une valeur négative dans le cas où l'entreprise accumule des pertes d'année en année. Et puis, au niveau des actifs, on ne peut pas prendre en compte tous les actifs dans l'évaluation juste de ce ratio. Comme par exemple, dans l'actif immobilisé, on ne peut pas prendre par exemple les frais d'établissement qui ne représentent pas une valeur en soi, c'est pas quelque chose de vendable, et donc la banque, dans le calcul de la solvabilité générale, va supprimer ou bien diminuer ces frais d'établissement du total de l'actif. Enfin bref, je vais aborder ces cas de retraitement du bilan pour le convertir à un bilan fonctionnel ou bien financier. Ce qu'il faut retenir par rapport à la solvabilité générale, c'est simplement de savoir si tout ce que possède l'entreprise ici à l'actif est suffisant pour assurer le remboursement de la dette qui se trouve au passif. Maintenant, par rapport au ratio de liquidité, on peut avoir plusieurs types de liquidité. Je vous rappelle que dans la notion de liquidité, on mesure la capacité de l'entreprise à générer de l'argent, à transformer ses actifs liquides qui sont destinés à la vente pour faire face à ses obligations à court terme. Donc, dans le calcul des ratios de liquidité, on ne va pas prendre en compte cette partie de l'actif immobilisé. Mais ce qui va être pris en considération dans le calcul de ces ratios de liquidité, c'est simplement la partie liquide, à savoir les stocks, les créances et les disponibilités. En d'autres termes, tout ce que l'entreprise possède ici dans l'actif circulant est destiné à se transformer en argent, et donc les ratios de liquidité vont mesurer en fait la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette de court terme à partir de tous ses actifs liquides. Et donc, dans ce cadre, on peut avoir un ratio de liquidité générale qui va simplement comparer cette partie-là à cette partie-là. Ce ratio, c'est simplement la division de cette partie de l'actif circulant sur la dette à court terme. Et bien sûr, pour une bonne liquidité générale de l'entreprise, ce ratio doit être supérieur à 1. Là, on parle de ratio de liquidité générale. Mais comme vous le savez, les éléments qui se trouvent à l'actif circulant n'ont pas le même degré en fait de liquidité. On sait que ces éléments sont classés dans le bilan par ordre croissant de liquidité, c'est-à-dire du moins liquide au plus liquide.
Le plus liquide, c'est l'argent qui se trouve à la caisse ou à la banque. Et donc, ce qu'on fait en analyse financière, c'est de calculer d'autres ratios qui prennent en compte les éléments les plus liquides dans ce bilan. Dans ce cadre, on peut avoir un ratio qui va supprimer ce stock et analyser simplement la capacité de l'entreprise à payer sa dette à partir des créances et disponibilités. Dans ce cas, on parle de liquidité restreinte. C'est simplement la division en fait de ces deux éléments par la dette à court terme. Et il faut que ce ratio soit supérieur à 1 pour juger que l'entreprise possède une capacité de liquidité afin de faire face à ses dettes de court terme. Et on peut aller plus loin dans ce raisonnement et calculer ce qu'on appelle le ratio de liquidité immédiate. C'est-à-dire éliminer les créances qui sont des factures qui ne sont pas encore réglées par les clients et ne prendre en compte dans le calcul que l'argent qui est déjà disponible dans les caisses ou dans les comptes bancaires de la société. Et donc le calcul de ce ratio de liquidité immédiate, c'est la division de la trésorerie de l'entreprise par les dettes de court terme de l'entreprise. Et pareil, ce ratio doit être supérieur à 1 pour avoir une bonne liquidité immédiate qui peut régler tous les problèmes de dette à court terme. Pour la suite des ratios de l'analyse financière, je m'intéresserai davantage aux ratios qui impliqueraient aussi bien le bilan que le compte de résultat, et plus particulièrement les ratios du compte de résultat. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous gardiez à l'esprit la distinction qu'il y a entre un bilan et un compte de résultat. Pour que vous puissiez capter cette différence rapidement, je vous donne un exemple, une maison en construction qui va passer sur plusieurs stades dans son développement. Si on évalue cette maison à un instant T, on va dire à la fin de 2020 par exemple, eh bien on va avoir une valeur précise de cette maison. Mais si on revient plus tard, on va dire à la fin 2021, on trouvera que la maison est bien avancée dans sa construction. Donc à cette date-là, on va avoir une autre valeur de cette maison. Et si on revient encore une année plus tard, on trouvera la maison peut-être bien construite et bien développée. Et sa valeur, à cette date-là, on va dire 2022, est tout à fait autre que celle de 2021 ou 2020. Eh bien, le fait d'évaluer la maison à des dates bien précises, ce qu'on fait en fait, c'est simplement d'établir le bilan. Un bilan, c'est simplement l'image du patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Si je représente ici une ligne de temps, alors j'aurai ici à la fin de chaque année un bilan qui représente l'évaluation globale du patrimoine de l'entreprise. Et le compte de résultat essaye d'enregistrer la variation de ce patrimoine entre ces différentes dates. Et dans le compte de résultat, ce qui fait perdre de la valeur à ce patrimoine, ce sont les charges, et ce qui fait augmenter la valeur de ce patrimoine, ce sont les produits. Avant de vous présenter les ratios du compte de résultat, je vais d'abord vous le présenter. Un compte de résultat, comme le bilan, s'établit avec deux colonnes, la colonne des produits à droite et la colonne des charges à gauche. Dans le compte de résultats, on va avoir trois types de résultats. Et ces résultats sont liés à trois types d'activités différentes. Un résultat d'exploitation, un résultat financier et un résultat exceptionnel. Oui, je prends un petit café, ça m'aide un petit peu à bien me concentrer et présenter les choses clairement. Bien, il me semble que c'est important de faire la distinction entre ces trois types d'activités qui donneraient trois types de résultats différents. Pour les charges d'exploitation, il s'agit de charges ou bien de coûts engagés lors des opérations normales de l'entreprise. Par exemple, payer les salaires, acheter de la marchandise, des matières premières, etc. Toutes ces dépenses rentrent dans le cadre normal de l'activité de l'entreprise. Et pour les produits d'exploitation, il s'agit de revenus générés par l'activité normale de l'entreprise, comme par exemple la vente de marchandises ou une prestation de service qui a été prévue dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise. Maintenant, les charges dans l'activité financière sont liées aux différents coûts liés au financement externe de l'entreprise.
comme par exemple le paiement des intérêts sur les crédits que l'entreprise a contractés, la perte de change quand on effectue un paiement avec une devise étrangère, etc. Et par rapport aux produits financiers, c'est un peu l'inverse. Il s'agit de revenus financiers obtenus par l'entreprise dans sa relation avec la banque, par exemple, dans le cas où l'entreprise place de l'argent à la banque et reçoit des intérêts. Et l'activité exceptionnelle, comme son nom l'indique, il s'agit de toutes les charges et produits qui ne sont pas liés aux activités normales de l'entreprise. Voilà, ça c'est un bon exemple qui illustre bien une activité exceptionnelle. Un petit accident qui donnerait des frais, des charges pour l'entreprise s'enregistre en comptabilité comme charge exceptionnelle. Et comme exemple de produit exceptionnel, la vente d'une vieille machine occasionnellement s'inscrit tout à fait dans le cadre d'une activité exceptionnelle pour l'entreprise. Pour un investisseur, cette distinction est très importante car ça permet de détacher l'activité principale de l'entreprise des autres activités et savoir oui ou non l'activité est rentable ou pas, sans tenir compte des résultats qui peuvent être exceptionnels pour l'entreprise ou les revenus générés par les placements financiers. Le résultat le plus important dégagé par ce qui a été prévu dans le cadre du projet d'entreprise se trouve ici dans l'activité d'exploitation. Quoique l'entreprise pourrait avoir des compétences à générer des bons résultats financiers et exceptionnels. Dans ce cadre, il y a une distinction importante par rapport au ratio qu'il faut bien saisir et comprendre. Je reviens à mes deux documents ici. Je vous rappelle que l'installation d'un projet d'entreprise doit être financée de différentes manières. On peut classer en deux types de financement. Vous avez d'abord les capitaux propres et puis vous avez les dettes. Dans ces dettes, on peut faire la distinction entre les dettes à long terme et les dettes à court terme. Il faut bien saisir ces quatre notions avant de passer à l'analyse des ratios qui impliqueraient le compte de résultat. Pour avoir une vision globale avant d'aller au détail, vous avez ici au passif l'argent nécessaire pour financer le projet de l'entreprise qui apparaît ici à l'actif. Et dans cette installation d'entreprise, on peut distinguer entre deux éléments. D'abord, ce qui est installé pour une longue durée, comme l'achat de ce garage, c'est bien ce qu'on appelle actif immobilisé. Et puis, dans cette installation, on va remarquer une autre activité très dynamique qui sert à générer de l'argent. Et tout ce que possède l'entreprise dans ce cadre s'inscrit dans ce qu'on appelle l'actif circulant. Et la valeur totale de l'actif immobilisé et l'actif circulant forment le patrimoine de l'entreprise. Et sa contre-valeur monétaire de quoi est financé ce patrimoine se trouve toujours au passif. Au passif, on indique simplement l'origine des ressources financières qui permettent d'avoir tout ce patrimoine. Et ce patrimoine, on ne peut l'évaluer qu'à un instant T. Après cet instant T, en fait, on va avoir des mouvements au niveau du stock, peut-être une perte de valeur des machines utilisées dans ce garage. C'est ce qu'on appelle les amortissements. On va peut-être avoir l'achat des matières premières, peut-être des marchandises. Mais tous ces frais et pertes de valeur qu'on va constater sont inscrites comme charges ici dans le compte de résultat. Une charge, par définition, c'est une perte de valeur de ce patrimoine en général qui n'est pas récupérable. La seule manière de récupérer ces charges, c'est de vendre en fait les produits pour lesquels l'entreprise a supporté toutes les charges en question. Et la vente de ces produits s'inscrit dans le compte de résultat ici. Et à la fin de l'année, l'entreprise va faire la différence entre les produits et les charges. Et à ce moment-là, on peut avoir deux situations possibles. Soit l'entreprise a généré plus de produits que de charges. Dans ce cas, elle réalise un bénéfice et ce bénéfice va s'ajouter à notre capital ici.
lors de l'établissement du prochain bilan à l'instant T plus 1. Et l'ajout de ce bénéfice au capitaux propre va faire remarquer également l'augmentation du patrimoine à l'actif, car ce bénéfice se trouve déjà sur le compte bancaire de la société ou sous forme de créances si les factures ne sont pas encore réglées par les clients. Dans la deuxième situation, on peut avoir également plus de charges que de produits. Et dans ce cas, on parle d'une perte. Et cette perte également va diminuer notre capital ici et donc le patrimoine de l'entreprise. Alors, si vous avez bien capté le fonctionnement global, général de la comptabilité, vous allez donner plus de sens à chaque détail lors des différentes opérations comptables. Et vous allez donner plus de sens également aux différents ratios que je vais aborder avec vous. Et je commencerai par les ratios de rentabilité. Et particulièrement deux ratios de rentabilité très importants, à savoir le ratio de rentabilité financière et le ratio de la rentabilité économique. Cette distinction entre ces deux types de rentabilité est particulièrement importante en finance, car ça permet de distinguer entre ces deux types de ressources au bilan. Vous avez les capitaux propres apportés par les investisseurs, les actionnaires. Dans cette situation, on calcule la rentabilité financière et la rentabilité économique, en quelques mots, cherche à savoir combien ça rapporte tout le projet de l'entreprise. Et donc, en d'autres termes, on cherche à savoir ce que rapporte tout l'argent investi dans l'entreprise. Avant d'aborder ces deux types de rentabilité, j'aimerais bien vous clarifier et vous simplifier ce que ça signifie la notion de rentabilité. En quelques mots, la rentabilité, c'est simplement le rapport entre deux choses. Vous avez le revenu obtenu et les ressources employées pour l'obtenir. Et l'intérêt de calculer un tel ratio, c'est de permettre de voir clairement et de visualiser l'importance des gains attendus d'un projet. Je vous donne un exemple illustratif. Vous avez deux investissements, l'investissement 1 et l'investissement numéro 2. Dans le premier investissement, c'est un projet qui nécessite 3 135 € et qui permet d'avoir un bénéfice de 130 €. Alors que dans le deuxième investissement, le projet nécessite 3 850 et ça rapporte sur base annuelle par exemple 150 €. Alors dans ce cas, la question c'est lequel des deux est le plus rentable. Visuellement, on peut dire que 150 est meilleur que 130, donc on va opter pour l'investissement 2. Mais si on calcule la rentabilité de chaque investissement, en calculant le rapport entre le revenu obtenu et les ressources employées pour l'obtenir, on obtient pour le premier 4,15% et le deuxième investissement, ça donne une rentabilité de 3,9%. Là, clairement, on voit que le premier investissement rapporte plus que le deuxième investissement. Dans le premier, pour chaque 100 € investis, vous obtenez 4,15 € et dans le deuxième, vous n'obtenez que 3,9 pour la même somme investie. Et en finance, on peut voir ça de différentes manières en fonction de l'information qu'on veut obtenir. Si je cherche à avoir une vision globale sur la rentabilité du projet de l'entreprise dans son entier, je calculerai dans ce cas la rentabilité économique. Alors que si je suis actionnaire de cette entreprise, je m'intéresserai davantage au ratio des capitaux propres, c'est-à-dire combien ça me rapporte mon argent investi dans ce projet. Et dans ce cas, je vais calculer la rentabilité financière. Pour que vous saisissiez la différence qu'il y a entre rentabilité économique et rentabilité financière, je vais vous donner une illustration très simple. Vous avez un bilan et un compte de résultats. Pour financer le projet de l'entreprise,
on se base d'abord sur les capitaux propres apportés par les investisseurs, les propriétaires du projet. Et à part ces capitaux propres, on peut avoir également des dettes de long terme qui servent à financer le projet. On va imaginer que durant l'année, l'entreprise a supporté 5 000 euros de charges. On va considérer que ces sommes sont en milliers d'euros. Et en même temps, l'entreprise a réalisé des produits de l'ordre de 7 000 euros. Ce qui fait que l'entreprise réalise dans ce cas un résultat net de 3 000 euros. Ce qui donne un ratio de rentabilité financière de ces 20 000 euros de 3 sur 20, ce qui donne 0,15 ou bien 15%. Ce qui signifie que chaque 100 euros apportés par ses propriétaires leur rapporte 15 euros. Alors dans ce cas, on peut se poser la question, c'est quoi la différence entre cette rentabilité financière que je viens de calculer et la rentabilité économique? Alors la différence, c'est que dans ce résultat net que j'ai pris en considération dans cette formule, s'obtient après avoir déduit toutes les charges de l'entreprise, y compris les charges liées à l'intérêt versé à la banque. C'est ce qu'on appelle des charges financières. Pour calculer la rentabilité économique, on va se focaliser davantage sur l'activité propre de cette entreprise. Et l'activité propre de ce projet se situe au niveau du résultat d'exploitation. Donc, pour calculer la rentabilité économique, on va se baser plutôt sur le résultat d'exploitation, c'est-à-dire le résultat avant la déduction des charges financières et des charges exceptionnelles, pour tenir compte dans le calcul de toutes les ressources financières utilisées. Et comme je vous ai expliqué précédemment, l'activité d'exploitation de l'entreprise représente l'activité principale de l'entreprise prévue et programmée à l'avance. Et les autres activités, à savoir l'activité financière et l'activité exceptionnelle, ce sont des activités qui ne représentent pas le métier propre de l'entreprise. Et donc, pour calculer la rentabilité économique, on se base sur le résultat d'exploitation ou un autre indicateur, à savoir l'excédent brut d'exploitation. Et donc, si on rapporte l'excédent brut d'exploitation à l'ensemble des ressources stables de l'entreprise, à savoir les capitaux propres et les dettes à long terme, on obtient le calcul du ratio de la rentabilité économique. Je vais résumer les différentes formules utilisées dans ce cadre. Vous avez le ratio ou bien le taux de rentabilité financière qui est égal au résultat net divisé par les capitaux propres, et puis vous avez le taux de rentabilité économique qui s'obtient en rapportant l'excédent brut d'exploitation ou le résultat d'exploitation par les ressources stables de l'entreprise. Et quand on parle de ressources stables, on parle des capitaux propres plus les dettes à long terme. Je vous expliquerai davantage cet excédent brut d'exploitation au moment où j'aborderai les soldes intermédiaires de gestion. Je vous rappelle brièvement que la rentabilité financière mesure l'importance du résultat net de l'entreprise par rapport aux capitaux propres investis. Et la rentabilité économique mesure l'importance de ce que dégage l'activité économique propre de l'entreprise, représentée par l'excédent brut d'exploitation par rapport à toutes les ressources utilisées dans l'entreprise, à savoir les capitaux propres plus les dettes à long terme. Dans cet indicateur, on peut utiliser également le résultat d'exploitation net. Je vous donne un exemple très simple pour bien saisir cette distinction. Vous avez ici un bilan d'entreprise. Au passif, on a deux choses. Les capitaux propres, on va dire de 30 000 euros. Vous avez des dettes à long terme de 20 000 euros. Et à l'actif, vous avez acheté par exemple un garage, un immeuble, une voiture, une camionnette. On va résumer tout ça dans l'actif immobilisé. Cet actif immobilisé, ça vous a coûté, on va dire, 25 000 euros.
et le reste de l'argent, vous l'avez déposé à la banque 25 000 euros. Là, vous avez bien le total actif 50 000, le total passif 50 000. Et on va dire que durant l'année, vous avez effectué quelques opérations au compte de résultats. Vous avez par exemple, au niveau des charges, acheté des marchandises 5 000 euros. Vous avez aussi payé les différentes factures d'électricité, gaz, eau, etc. liées au garage et aux biens immobiliers que vous avez à l'actif immobilisé. On résume ça dans services et biens divers. Je vais mettre 1500 euros. On va supposer que vous avez payé des intérêts sur cette dette que vous avez au passif. Il s'agit des charges financières, je vais les ajouter ici. Je vais mettre une valeur de 800 euros. Ça représente 4% de cette somme. Et au niveau des produits, vous avez par exemple vendu toutes ces marchandises à 8 000 euros. Vente de marchandises. Voilà, à partir de ces données, c'est quoi le ratio de rentabilité économique et le ratio de rentabilité financière. Pour la rentabilité économique, on va prendre en considération uniquement le résultat obtenu par l'activité principale de l'entreprise, à savoir l'achat de marchandises et les services et biens divers. Mais pas les intérêts, parce que les intérêts, c'est une activité financière. Et au niveau des produits, on va prendre les ventes de marchandises. Pour calculer le résultat, on fait produit moins charge, ce qui donne 1500 euros. Et ce chiffre représente bien le résultat d'exploitation de l'entreprise. Et ce résultat est obtenu en utilisant toutes ces ressources que vous avez au passif. Donc, on divise par 50 000 euros, ce qui fait 0,03 ou 3%. Maintenant, pour calculer la rentabilité financière, on s'intéressera uniquement aux capitaux propres et aux résultats nets dégagés par l'entreprise en faisant tous les produits moins toutes les charges. Donc, la rentabilité financière, ça va donner le résultat net de l'entreprise de 700. C'est la différence entre les produits et les charges, divisé par 30 000 euros qui représente l'argent des propriétaires de l'entreprise. Et cela donne un résultat de 0,023. Ou en termes de pourcentage, ça donne 2,3%. Maintenant, comment on peut interpréter cette différence entre 3% et 2,3%? Vous avez ici un projet qui génère plus de rentabilité économique que la rentabilité des capitaux propres ou la rentabilité financière. Eh bien, cette différence, on peut l'expliquer par le taux d'intérêt en fait qui est plus grand que 3%. Vous avez un taux d'intérêt de 4%. Et vous avez une activité économique qui vous génère 3% de rentabilité. Dans ce genre de situation, l'entreprise a intérêt à améliorer sa rentabilité économique ou réduire sa charge de dette, car cette charge de la dette dépasse la rentabilité du projet. C'est-à-dire que l'entreprise emprunte de l'argent à 4% pour dégager un résultat de 3%, ce qui ne profite pas aux actionnaires et investisseurs dans la société. Regardez ce qui se passerait à la rentabilité financière si j'améliore cette rentabilité économique. Et on peut l'améliorer en agissant sur tous les éléments qui permettent de la calculer. Pour simplifier ici, je vais simplement vendre ces marchandises non pas à 8 000 mais à 10 000. Dans ce cas, le résultat d'exploitation, c'est 10 000 moins 5 000 moins 1500. Ça donne 3 500 divisé par toutes les ressources permettant de dégager ce résultat, 50 000. Et cela donne un résultat de 7%. Regardez maintenant ce qui va se passer au résultat financier, à savoir la rentabilité de ces capitaux propres. Cette rentabilité peut s'obtenir par le résultat net de l'entreprise, 2700, c'est 10 000 moins 5 000 moins 1500 moins 800, divisé par 30 000 euros, c'est-à-dire les capitaux propres. Et cela donne 9%.
Et là, vous voyez bien que cette activité économique dégage un résultat de 7%, mais ceux qui ont investi dans cette activité, à savoir les actionnaires, obtiennent une rentabilité supérieure à la rentabilité économique du projet. Et ça aussi, on peut l'expliquer par la différence qu'il y a entre le taux d'intérêt de 4% et la rentabilité du projet de 7%. Car le projet va dégager 7% de rentabilité, ce qui permettrait de payer ces 4% d'intérêt et le reste profitera aux actionnaires qui verront la rentabilité de leurs capitaux propres améliorée. C'est bien ce qu'on appelle un effet de levier. Pour suivre l'activité d'une entreprise et savoir comment ça évolue avec le temps, on utilise des ratios d'activité. Et ces ratios portent sur les indicateurs d'activité, à savoir le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée ou le bénéfice de l'entreprise. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'abord du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes de biens et services que l'entreprise réalise sur une période donnée. L'évolution de ce chiffre d'affaires avec le temps, ça peut donner une indication claire sur la croissance de l'entreprise et son développement. Je vais m'intéresser aujourd'hui au taux de croissance du chiffre d'affaires et je vous parlerai prochainement des autres indicateurs comme la valeur ajoutée. Le but de ce taux de croissance du chiffre d'affaires, c'est de repérer en fait de combien le chiffre d'affaires a évolué durant une période donnée. Si vous avez par exemple en 2020 un chiffre d'affaires de 2340 et en 2021 l'entreprise enregistre un chiffre d'affaires de 4230, alors la question qui se pose ici, c'est comment évaluer cette progression en passant du point A au point B. Bien sûr, on peut évaluer la différence entre les deux chiffres d'affaires, mais ce qui serait plus significatif, c'est d'évaluer cette différence en termes de pourcentage. Mais tout d'abord, il faut bien saisir cette importance de cet indicateur, à savoir le chiffre d'affaires. Vous avez une entreprise, n'importe laquelle, n'importe quelle taille. L'objectif premier de cette entreprise, c'est de réaliser des bénéfices. Mais avant de réaliser cet objectif, l'étape première pour l'entreprise, c'est de trouver d'abord des clients. C'est indispensable. Et la vente de biens et services à ses clients va former ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et c'est bien de ce chiffre d'affaires que va naître l'objectif principal de l'entreprise, à savoir réaliser des bénéfices. Je vous expliquerai en détail comment on peut passer d'un chiffre d'affaires au bénéfice. Et donc l'évolution de ce chiffre d'affaires avec le temps peut donner lieu à une indication claire sur la croissance de l'entreprise ou à l'inverse sa décroissance. C'est pour cela que c'est important de calculer le taux de croissance du chiffre d'affaires. Sa formule est très simple. Je vais prendre l'exemple de deux chiffres d'affaires. Un chiffre d'affaires à une date précise N et un autre chiffre d'affaires à l'instant N plus 1. Ça peut être une période annuelle. Vous avez à la date N un chiffre d'affaires qu'on va noter CAN et une période après, l'entreprise réalise un autre chiffre d'affaires CAN plus 1. Eh bien, la formule est très simple. On calcule la différence qu'il y a entre ces deux chiffres d'affaires. Le taux de croissance du chiffre d'affaires, c'est la différence entre CAN plus 1 moins le chiffre d'affaires d'avant divisé par le chiffre d'affaires d'avant. En fait, c'est simplement la différence comparée à un chiffre d'affaires de référence de l'année de base N. Je pense que c'est mieux de vous expliquer avec des chiffres pratiques simples sans mettre des formules mathématiques de cette nature. Vous avez un chiffre d'affaires en 2022 de 1 637 000. Et en 2023, on va imaginer que le chiffre d'affaires passe à 2 130 000 euros. Eh bien, tout d'abord, ce que je dois faire, c'est de calculer cette différence qu'il y a entre ces deux chiffres. 2 130 000 moins 1 637 000. Ça, c'est la différence en valeur de cette progression. Mais pour obtenir un taux, on divise sur le chiffre d'affaires de départ pour savoir de combien on a progressé à partir de ce chiffre d'affaires. Cela signifie avec des mots simples qu'on compare cette différence à ce chiffre d'affaires. Et donc, on divise par 1 637 000. Et ça donne 0,30 ou en termes de pourcentage, 30%.
Donc on peut dire que le chiffre d'affaires a progressé de 30% par rapport à l'année 2022. Et c'est important de représenter cette différence en termes de pourcentage car ça facilite la comparaison avec plusieurs autres entreprises. Je vous donne un exemple pour illustrer cette importance. Je prends le cas de deux entreprises. Vous avez une première entreprise qui a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires de 3 430 000 et en 2021 ce chiffre d'affaires progresse à 4 100 000 et une deuxième entreprise qui enregistre en 2020 637 000 et en 2021 860 000. Et la question, à votre avis, laquelle de ces entreprises enregistre plus de croissance? Si on calcule cette différence, on va trouver une valeur de 670 000. Si je fais la même chose ici, la différence est de 223 000. Là, clairement, si on compare juste les deux différences, on peut dire que cette première entreprise enregistre plus de chiffre d'affaires en 2021 par rapport à 2020, comparativement à cette deuxième entreprise. Mais si on compare cette différence au chiffre d'affaires initial en 2020, en divisant par 3 430 000 dans ce cas et par 637 000 dans l'autre cas. Alors, on trouvera approximativement ici 0,19 ou 19% et la deuxième entreprise, ça donnerait à peu près 0,35 ou 35%. À partir de ces pourcentages, on peut dire clairement que cette deuxième entreprise a enregistré plus de croissance que cette première entreprise. Malgré qu'en termes de valeur, on a plus de chiffre d'affaires dans la première que dans la deuxième. Pour bien évaluer la croissance de l'activité d'une entreprise, on peut regarder et évaluer l'évolution de son chiffre d'affaires, mais on peut aussi regarder d'autres indicateurs plus pertinents comme la valeur ajoutée. Sur cet axe, bien sûr, vous avez le temps, et sur l'autre axe, on peut représenter plusieurs indicateurs. Et l'un des indicateurs le plus pertinent pour suivre l'évolution de l'activité de l'entreprise, mais aussi sa profitabilité, c'est le bénéfice de l'entreprise. Et on peut appliquer le même taux de croissance que je vous ai présenté par rapport au chiffre d'affaires aux autres indicateurs comme la valeur ajoutée ou les bénéfices. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que ça soit clair pour vous la distinction entre ces trois éléments. Je vous rappelle rapidement le taux de croissance que nous avons vu par rapport au chiffre d'affaires. Vous avez par exemple un chiffre d'affaires A réalisé à une date T et un autre chiffre d'affaires B réalisé à une autre date T plus 1. Pour évaluer cette évolution de A à B, on utilise le taux de croissance du chiffre d'affaires. Et la formule est simple, c'est B moins 1 sur A fois 100. Le chiffre d'affaires actuel moins l'ancien sur l'ancien. Et ça vous donne un résultat en pourcentage de combien en fait ce chiffre d'affaires de A a progressé pour atteindre B. Et on peut utiliser la même chose pour la valeur ajoutée et les bénéfices. Mais d'abord, c'est quoi la différence qu'il y a entre ces trois indicateurs? Je vous donne une situation très simple à comprendre. Je vais commencer par le chiffre d'affaires. On va prendre un cas très simple pour bien saisir ces notions. Vous avez ici une boulangerie qui fabrique et vend des pains. Je réduis un peu l'image pour mettre de l'espace. Cette boulangerie va vendre ses pains à des clients. On va dire que chaque pain vendu donne lieu à une rentrée d'argent de 1,50 €. Si par exemple, dans la journée, cette boulangerie vend 100 pains, alors elle va encaisser 150 €. Ces 150 €, c'est bien ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. Alors ce chiffre d'affaires, il faut bien le distinguer de la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi globalement la valeur ajoutée? Je vais vous l'expliquer d'une manière simple. L'activité de cette entreprise est en relation avec deux acteurs extérieurs principaux. Vous avez les clients à qui l'entreprise vend ses produits. Ça peut être des personnes physiques ou morales, c'est-à-dire d'autres entreprises. Mais de l'autre côté, vous avez les fournisseurs à qui l'entreprise achète des matières premières pour fabriquer du pain. Elle peut acheter par exemple de la farine, la levure. Elle peut acheter aussi du sel, de l'eau, etc. Alors la différence entre ces éléments-là, c'est-à-dire leur valeur et la valeur du pain vendu aux clients,
ça représente ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Je vous donne un exemple. Pour fabriquer ce pain qui coûte 1,50 €, la boulangerie a besoin de 40 cents de farine, 0,3 de levure, 0,2 de sel et 10 cents d'eau. Le total de tout ça, ça fait 1 euro. Et donc, la valeur ajoutée créée par l'entreprise est la différence entre le prix de vente qui constitue le chiffre d'affaires et la valeur des différents produits utilisés pour fabriquer ce pain, à savoir 1 euro. Donc, ça fait 0,5, c'est-à-dire 50 cents par pain. Donc, la valeur ajoutée réalisée par cette boulangerie pour les 100 pains vendus dans la journée est simplement 50 cents fois 100, ça fait 50 euros. Je vous donne un autre exemple pour bien illustrer cette notion de valeur ajoutée. La notion de valeur ajoutée avec des mots très simples, c'est transformer quelque chose en d'autres choses. Et la différence de valeur entre ces deux choses, ça constitue ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Vous avez par exemple une entreprise qui va acheter plusieurs produits, plusieurs matières et les rassembler de manière à fabriquer d'autres choses ou d'autres biens d'une valeur supérieure qu'elle va vendre sur le marché. Pour illustrer ça avec cette image, l'entreprise va vendre ce vélo à 500 € sur le marché et si on retire de ces 500 € la somme de toutes les matières utilisées pour fabriquer ce vélo, on arrive à une autre valeur et donc 500 € ça représente le chiffre d'affaires. Les différentes valeurs déduites de ces 500 € représentent ce qu'on appelle consommation intermédiaire et au final on arrive à notre valeur ajoutée. Je pense que maintenant la différence entre le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée est très claire pour vous. Je vais revenir à mon cas précédent. Le voici. Je nettoie un peu tout ça. En résumé, l'activité de toute entreprise se trouve entre des clients et des fournisseurs. Elle achète des matières premières aux fournisseurs, elle effectue la transformation nécessaire de ces matières pour fabriquer et mettre sur le marché un produit d'une valeur supérieure qu'il va vendre à ses clients. L'argent reçu de ses clients, ça représente le chiffre d'affaires. Si on retire de ce chiffre d'affaires les consommations intermédiaires, à savoir tout ce qui a permis de fabriquer ce produit final, on arrive à ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Alors à ce stade, il faut bien distinguer cette valeur ajoutée du résultat net de l'entreprise ou du bénéfice. Pour passer de la valeur ajoutée au bénéfice, ça peut être aussi une perte. Et bien de la même manière qu'on a retiré des choses au chiffre d'affaires pour arriver à la valeur ajoutée, on va retirer de cette valeur ajoutée des éléments pour arriver au résultat net de l'entreprise. En fait, une valeur ajoutée, ça constitue la richesse créée par l'entreprise. Et on peut calculer cette richesse créée pour toutes les entreprises dans un pays, ce qui va nous conduire à la richesse totale créée dans un pays. C'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. En fait, ce raisonnement qu'on a appliqué à cette boulangerie, on peut l'appliquer à la société qui a fabriqué cette bouteille d'eau, cette levure, la farine, le sel, etc. La société qui a vendu cette bouteille d'eau à la boulangerie a réalisé un chiffre d'affaires de la valeur de cette bouteille d'eau. Et à son tour, elle va réduire les consommations intermédiaires qui ont permis la fabrication de ce produit. Et donc, le fait que dans le calcul de la valeur ajoutée de cette boulangerie, on a réduit la valeur de cette bouteille du prix de ce pain, c'est justement pour ne pas comptabiliser deux fois la valeur de cette bouteille, aussi bien dans le chiffre d'affaires de cette société que dans le chiffre d'affaires de la boulangerie. Et de cette manière, la valeur ajoutée, c'est une valeur unique à chaque entreprise, qui représente sa propre richesse créée. Ce qui fait que la somme de toutes les valeurs ajoutées dans une société, ça constitue le produit intérieur brut. Maintenant, pourquoi la valeur ajoutée est différente du bénéfice ? En fait, cette valeur ajoutée ou bien cette richesse créée par cette entreprise va être partagée par tous les acteurs qui ont intervenu pour la créer. Et parmi ces acteurs, on peut citer quelques exemples. Vous avez les salariés, ils vont prendre leur part sous forme de salaire. Une banque qui a prêté de l'argent à cette société va prendre sa part sous forme d'intérêt.
l'Institut de la cotisation sociale va prendre sa part sous forme de cotisation, l'État va prendre sa part sous forme d'impôt, etc. Et ce qui restera après avoir donné à chacun sa part, eh bien, c'est le bénéfice qui reste pour les propriétaires de cette entreprise. Je vais vous parler de quelques autres ratios en analyse financière. Je vous ai présenté la dernière fois la valeur ajoutée comme étant la richesse créée par l'entreprise. Dans ce cadre, c'est important de calculer les ratios de partage de la valeur ajoutée. Mais avant cela, je vais vous rappeler rapidement cette notion de valeur ajoutée avec un cas pratique et simple à comprendre. Prenons l'exemple d'une petite entreprise créée par ses deux frères. Alors l'objectif de cette entreprise est de fabriquer des tables et des chaises. Mais pour fabriquer ces tables et ces chaises, l'entreprise a besoin d'utiliser plusieurs outils, plusieurs matières qu'elle achète à d'autres entreprises. Alors dans cette situation, on se pose la question, c'est quoi la richesse créée par cette entreprise? On peut spontanément penser à ces produits fabriqués par l'entreprise. Et c'est tout à fait juste, la richesse créée par l'entreprise se trouve ici dans ces produits fabriqués. Mais pour fabriquer ces produits, l'entreprise a utilisé d'autres produits qui ne viennent pas de cette entreprise, mais de d'autres entreprises. Et ces autres produits, ça représente la richesse créée par d'autres entreprises. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer uniquement la richesse créée par cette entreprise. Et donc la réponse à ce problème est simple. La richesse créée par cette entreprise, c'est simplement la valeur de ce qui est fabriqué, moins la valeur des autres produits utilisés qui ne sont pas fabriqués par l'entreprise. Maintenant, reste la question de l'évaluation. Comment je peux évaluer cette marchandise, mais aussi ces produits utilisés dans la fabrication de ces marchandises? La réponse la plus simple et évidente, c'est d'utiliser le prix de vente dans le cas des marchandises destinées à la vente et le prix d'achat pour les marchandises achetées à d'autres fournisseurs, qui représentent pour eux un prix de vente. Maintenant, il reste une autre question. Est-ce que toutes ces marchandises fabriquées constituent une richesse au sens économique du terme? La réponse est non. Seules les marchandises vendues sont considérées comme une richesse au sens économique du terme. Car vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez. Si sur le marché il n'y a personne qui est prêt à l'acheter, votre fabrication au sens économique du terme vaut zéro. Pardon si c'est la première fois que vous entendez ça parce que ça se dit nulle part. Et donc ce qui est vendu de ces marchandises donne lieu à ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et les produits utilisés dans cette fabrication représentent ce qu'on appelle des consommations intermédiaires, qui sont évaluées aussi à leur prix d'achat sur le marché. Donc, au sens économique du terme, la valeur ajoutée, qui représente la richesse créée par cette entreprise, est évaluée par la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, ça vous donne la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, ça représente la richesse créée par cette entreprise. Et ce principe d'évaluation est utilisé par chaque entreprise. Et si on fait la somme de toutes ces valeurs ajoutées, on arrive à la richesse totale créée dans l'ensemble du pays. C'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre que cette valeur ajoutée, ou bien cette richesse créée par l'entreprise, va se partager avec plusieurs acteurs, plusieurs intervenants. Il faut voir ça comme une grande tarte. Vous avez par exemple une part qui va s'adresser aux salariés de l'entreprise. Ils vont prendre leur part sous forme de salaire. L'État va prendre sa part en termes d'impôts et taxes. Peut-être des actionnaires qui ont investi dans ce projet
vont prendre des dividendes et ainsi de suite. Et ce qui restera à la fin constitue le bénéfice qui reviendrait aux associés. Et ce qui est intéressant ici dans la répartition de cette richesse, c'est de savoir par exemple le pourcentage qui reviendrait aux propriétaires de l'entreprise sous forme de bénéfice, ou plutôt sous forme de résultat d'exploitation, la part qui reviendrait aux travailleurs sous forme de salaire. C'est les deux ratios les plus importants à calculer. Mais on peut très bien calculer la part qui reviendrait aux autres acteurs aussi. Mais les ratios les plus importants par rapport au partage de la valeur ajoutée sont les ratios qui montrent la répartition de la richesse par rapport aux facteurs de production utilisés, à savoir le travail et le capital. Et donc, on peut estimer dans une entreprise que le capital est mieux rémunéré que le travail si vous avez un pourcentage très élevé de la rémunération du facteur capital par rapport à la rémunération du facteur travail. Je vais vous donner la formule de ces deux ratios importants. Pour la part qui reviendrait au facteur travail, vous avez les charges de personnel divisées par la valeur ajoutée, fois 100 pour faire un pourcentage. Maintenant, pour le facteur capital, on va prendre soit le résultat d'exploitation, soit on prend l'excédent brut d'exploitation. Ces deux indicateurs sont un peu similaires. Ils représentent le revenu qui provient de l'activité principale de l'entreprise. La seule différence qu'on va avoir entre ces deux éléments, je vous expliquerai ça encore en détail, c'est que ici on est dans un revenu brut, c'est-à-dire on ne tient pas compte des amortissements et provisions principalement. Mais je vais vous expliquer ça plus tard pour ne pas trop s'écarter de notre sujet. D'ailleurs, des fois, cette différence n'est pas très importante. Eh bien, pour garder une vision globale de la part qui reviendrait au facteur capital, on va utiliser plutôt l'excédent brut d'exploitation. Donc, le ratio peut se formuler de la manière suivante: excédent brut d'exploitation divisé par la valeur ajoutée, fois 100 pour faire un pourcentage. Et après, on peut comparer ces deux ratios pour avoir une idée de la part de la richesse créée qui reviendrait au facteur capital et celle qui reviendrait au facteur travail. Je vais aborder maintenant quelques ratios de profitabilité. Mais d'abord, c'est quoi la profitabilité et comment la distinguer de la rentabilité? Ces deux notions semblent être des synonymes, mais il y a une différence entre les deux. J'aimerais bien aujourd'hui vous clarifier en quoi ces deux notions ne représentent pas la même signification. Et pour cela, il n'y a pas mieux que de se référer à ces deux documents comptables, à savoir le bilan et le compte de résultat. Ces deux colonnes, le passif et les produits, ça représente des ressources pour l'entreprise. Et la différence entre ces deux types de ressources est similaire à la différence qu'il y a entre rentabilité et profitabilité. Cette première ressource vient des investisseurs ou des institutions financières qui prêtent de l'argent à l'entreprise pour faire fonctionner son activité. Et cette deuxième ressource est générée par l'activité de l'entreprise elle-même. Alors en général, quand on parle de la profitabilité, on parle du rapport entre ces types de ressources dégagées par l'activité principale de l'entreprise et le résultat provenant de cette même activité. Mais quand on parle de la rentabilité, on s'intéresse plutôt au rapport qu'il y a entre les autres ressources mises à disposition de l'entreprise et le résultat généré par l'activité de cette entreprise. Pour bien retenir cette distinction, on dit par exemple « je profite » de quelque chose, mais je ne peux pas dire je rentabilise de quelque chose, mais plutôt je rentabilise quelque chose. Et donc, quand on parle de la profitabilité, je mesure de combien je profite de mon activité. Et quand je parle de la rentabilité, je parle simplement de la rentabilité de mon argent investi. Et on peut mesurer cette rentabilité en comparant le résultat obtenu et les ressources engagées pour l'obtenir. Voilà, ça c'est la distinction entre ces deux notions. En fait, la profitabilité n'est rien d'autre que la rentabilité commerciale.
Je vais vous résumer ça d'une autre manière. Au passif, on a deux ressources principales pour financer le projet de l'entreprise. Vous avez le capital et les dettes à long terme. Et dans les produits, il y a une ressource principale qui est le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires ou bien cette ressource provient des ventes de biens et services de l'entreprise. Alors l'activité de cette entreprise, on va dire, génère un certain résultat qu'on va nommer R. Alors dans ce cas, si je mesure le rapport entre toutes ces ressources et ce résultat qui provient de l'activité de l'entreprise, je parle dans ce cas de la rentabilité économique. Et je peux calculer cette rentabilité en faisant le résultat de l'entreprise divisé par le capital plus les dettes. Par contre, si je compare ce résultat avec uniquement le capital de l'entreprise, dans ce cas, je parle de la rentabilité financière. Et je peux la calculer en divisant le résultat de l'entreprise sur uniquement le capital de l'entreprise. Mais cette fois-ci, si je compare ce résultat avec le chiffre d'affaires de l'entreprise, je suis en train de calculer la profitabilité de l'entreprise. Et je peux l'évaluer en divisant le résultat par le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs mesures de cette profitabilité. Et on peut avoir plusieurs types de ratios de profitabilité en fonction de ce qu'on va comparer avec le chiffre d'affaires. Je vais vous donner les ratios les plus couramment utilisés en profitabilité. Vous avez par exemple le taux de marge commerciale. Sa formule est la suivante. La marge commerciale divisée par le chiffre d'affaires. On prend toujours le chiffre d'affaires hors TVA. La marge commerciale, c'est simplement les ventes moins les achats. Donc ça représente l'un des ratios de profitabilité appelé taux de marge commerciale et qui se calcule par la division de la marge commerciale par le chiffre d'affaires. On peut avoir d'autres types de taux de marge. Vous avez par exemple le taux de marge brut. Ce ratio de profitabilité se calcule par le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et le chiffre d'affaires de l'entreprise. L'excédent brut d'exploitation, c'est le revenu ou bien le résultat généré par l'activité principale de l'entreprise. Vous avez ici le terme brut, ça signifie que dans ce résultat, on ne tient pas compte des amortissements et des provisions principalement. Sinon, on parlerait ici plutôt de taux de marge net. Et dans le calcul, au lieu de prendre l'excédent brut d'exploitation, on prend en compte plutôt le résultat d'exploitation ou le résultat de l'exercice. Là, on parle d'une marge donc nette avec 2T. Vous avez encore d'autres ratios pour exprimer la profitabilité de l'entreprise, comme par exemple ce qu'on appelle le taux d'intégration. Et ce taux d'intégration s'obtient en divisant la valeur ajoutée par le chiffre d'affaires. Et ça mesure combien ça représente cette valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà un petit peu les principaux ratios utilisés pour calculer la profitabilité de l'entreprise. Je vous présenterai peut-être d'autres ratios au moment où je vais parler de d'autres concepts importants en analyse financière comme la capacité d'autofinancement et aussi les soldes intermédiaires de gestion.